Bonjour, bienvenue sur Flip, c'est Serge et aujourd'hui je reçois Julien Stern, fondateur d'Universign. Bonjour Julien. Bonjour Serge. Comment vas-tu ? Écoute, très bien ce matin. Est-ce que tu pourrais te présenter ? Présenter. Je m'appelle Julien Stern, donc j'ai 47 ans, j'ai une femme, 2 enfants, une entreprise, ce qui fait déjà pas mal de choses à gérer au quotidien. Très bien. À quel moment tu as flippé ? Le moment du déclic, alors ça remonte à la vingtaine, un petit peu après ma thèse, ou plutôt pendant ma thèse, quand je travaillais un petit peu aux États-Unis. Et c'était la période des dot-com et tout paraissait incroyablement facile, quoi. C'est-à-dire, je me souviens à l'époque, il y avait une société qui donnait des conseils en barbecue, qui voulait faire son IPO. Bon, ça n'a pas marché, hein, au final, entendons-nous. Mais disons, il y avait un moment où la moindre petite boîte, tout grossissait à une vitesse incroyable, tout semblait très très simple et ça m'a donné envie. C'était la bulle Internet à cette époque-là ? C'était la bulle Internet, oui, 99, 2000. Il y a eu du changement justement entre cette bulle Internet et aujourd'hui, selon toi ? Ah, énormément, les choses se sont rationalisées. Hein, pour la petite histoire, moi j'avais un petit site de cocktails, j'avais été contacté pour me proposer de faire de la pub sur le site, on m'en offrait 15 000 $ par mois, quand même. Ça c'était pendant la bulle, hein. Dans les quelques mois qui suivaient, c'est tombé à 150 $ par mois, bon, ce qui est quand même moins impressionnant, disons-le bien. Et est-ce que cette explosion de la bulle Internet, elle est possible aujourd'hui ? Alors ça, bien malin qui pourrait le dire, je sais pas exclu qu'il y ait certains secteurs qui soient un peu surévalués, mais là, je vais sortir un peu de mon champ de voyance et de compétences. Très bien. Est-ce que tu pourrais nous raconter un peu ton parcours jusqu'à la création d'Universign ? Alors, j'ai un parcours scolaire, on va dire, très classique, en ce sens, j'ai fait l'École normale supérieure de Lyon. Après, j'ai fait une thèse en cryptologie et j'ai eu l'occasion pendant ma thèse, un petit peu après, d'aller travailler un petit peu donc aux États-Unis, côte Est, côte Ouest, New York, San Francisco, pour des grosses boîtes et des startups. Et en fait, j'ai fondé Universign juste après, donc c'était ma première expérience professionnelle, directement en ayant donc juste fait quelques stages auparavant. J'ai également enseigné un petit peu pendant cette période, fait un peu de recherche. Donc voilà, je suis sauté directement d'un début de milieu académique à ma propre entreprise, ce qui n'est pas allé sans difficulté. J'ai accumulé un nombre d'erreurs, forcément absolument faramineuses, hein, puisque j'ai pas pu voir. J'aurais sans doute un certain nombre que j'aurais n'a éviter en ayant eu une expérience professionnelle auparavant. Bon, après, c'est le genre d'erreurs qui font apprendre très 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 vite, hein, parce qu'on n'a pas le choix. Et ça a été quoi, on va dire, les prémices d'Universign ? C'est quoi qui a fait que tu t'es dit, il y a un marché à prendre là-dessus ? Alors, au tout départ, en fait, quand je suis rentré des États-Unis pour la France, je savais faire de la cryptologie, hein, et en plaisantant un peu, quand on fait de la cryptologie, on n'a pas vraiment le choix, il faut faire soit du chiffrement, soit de la signature électronique. Bon, en plaisantant un petit peu moins, c'était donc en 2001. En 1999, il y avait une première réglementation qui ouvrait les prémices, en fait, de la possibilité de faire la signature électronique en France, qui avait été complétée par un décret d'application en 2001. Donc, le timing apparaissait un petit peu comme une évidence au début. Très bien. Et aujourd'hui, c'est quoi Universign exactement ? Aujourd'hui, Universign a énormément évolué, ces 20 dernières années, puisque au fur et à mesure des années, la réglementation a beaucoup évolué, le marché a considérablement évolué, et donc aujourd'hui, notre activité porte un nom. Donc on est prestataire de services de confiance, qui est un terme tout à fait clairement défini dans la réglementation, qui est un terme qui est défini sur Internet également, hein, ce qui change quand même considérablement les choses par rapport aux jeunes années où il fallait passer les 90 premières minutes d'un entretien à expliquer ce qu'on faisait, quoi. Et qu'est-ce que vous proposez justement aux entreprises concrètement ? Alors aujourd'hui, très concrètement, on leur propose essentiellement de contractualiser à distance, donc de dématérialiser la partie un petit peu contractualisation, consentement d'un cycle
ou d'un parcours de dématérialisation un petit peu plus vaste. D'un point de vue un peu plus technique et rébarbatif, donc on offre des services de confiance au sens IDaaS, donc de l'émission de certificats électroniques, de la signature électronique, du cachet électronique, de l'horodatage électronique et un certain nombre d'autres services. C'est quoi justement les avantages aujourd'hui de la signature électronique? Les avantages, ils se voient vraiment très manifestement si tu compares à l'expérience qu'on pouvait encore avoir sur Internet il y a peu de temps, où tu allais sur un site, tu étais intéressé par un produit, tu cliquais, et à la fin on te disait bah, très bien, voilà le PDF, maintenant vous l'imprimez, vous le signez, vous nous le renvoyez par la poste, quoi. Bon, donc évidemment, en termes de parcours utilisateur, c'était assez violent, ça peut même faire sourire les plus jeunes, j'imagine, aujourd'hui. Pourtant, bah, ça existait pour de vrai. Et je me souviens que dans les cas les plus extrêmes de clients à nous qui étaient passés directement de ce mode-là, qui est quand même un peu un des pires, hein, admettons-le, à la signature électronique, ils avaient augmenté leur taux de conversion de 88% tout de même. C'est quand même pas mal, c'est énorme même. C'est assez considérable. Et cette signature électronique, elle a une valeur juridique aujourd'hui? Alors, elle a bien sûr une valeur juridique, la signature électronique. Après, comme beaucoup de choses, il y a la bonne signature électronique et la mauvaise signature électronique, ou plus exactement, il y a plein de niveaux, de variantes de signature électronique différentes, qui peuvent d'ailleurs être plus ou moins adaptées à l'adversité de la situation. Il y a des cas de signature électronique où les contestations et les enjeux sont très très faibles. On a plutôt envie de donner à l'utilisateur un parcours très agréable, très ergonomique. Il y a d'autres cas où les enjeux sont considérables et où là, bah, on va forcément devoir renforcer un petit peu la sécurité, parfois au détriment un petit peu du parcours utilisateur. Donc il y a beaucoup de signatures électroniques, mais tout ça est encadré aujourd'hui au niveau européen, donc par une réglementation supranationale qui est la même dans toute l'Europe. Justement, vu que tu parles de réglementation, tu parlais tout à l'heure de la réglementation eIDAS. Est-ce que tu pourrais l'expliquer? Alors, la réglementation eIDaaS, qui est d'ailleurs en ce moment en train d'être révisée par la Commission européenne, c'est une réglementation qui est rentrée en vigueur petit à petit en 2014, 15, 16, 17, 18 par étapes, et qui a un petit peu deux grands volets. Un volet qui s'adresse aux États, qui concerne plus l'identité électronique de l'ensemble des citoyens européens, un sujet passionnant, et un volet qui s'adresse aux entreprises privées, qui concerne plus donc notre activité, en l'occurrence les services de confiance. Et ce que fait le règlement eIDaaS pour les sociétés privées comme la nôtre, c'est qu'il dit en substance, voilà, il y a un ensemble de services que vous pouvez offrir, bah, vous pouvez le faire soit normalement, et là il y a très peu de contraintes, soit le faire de manière qualifiée, auquel cas voilà toutes les contraintes que vous devez respecter. Et si vous le faites de manière qualifiée, alors ça va vous donner des bénéfices juridiques considérables, comme par exemple la présomption devant les tribunaux que ce que vous faites est correct. Je savais pas que ça existait du coup. Prenons un exemple plus parlant, Serge, c'est-à-dire l'horodatage électronique. Donc aujourd'hui, Universign est par exemple prestataire d'horodatage électronique qualifié. Ben, ça veut dire que quand on met une date électronique, un coup de tampon électronique sur un document, le cachet électronique Universign fait foi. Et du coup, vous adressez à quel type d'entreprise? N'importe quelle entreprise est susceptible de signer des documents. Hein. Tout le monde, des auto-entrepreneurs aux plus grosses boîtes du CAC 40, tout le monde signe des documents, et ce, dans tous les secteurs d'activité. Donc, notre offre peut être utilisée par absolument n'importe qui. Cela étant, notre marché premier sont les très très gros consommateurs de documents contractuels, donc ce qu'on appelle le B2C, et donc en particulier le secteur d'activité sur lequel on est le plus présent est la banque et l'assurance. Et il y a une augmentation chaque année, par exemple, d'entreprises qui adoptent la signature électronique ou le cachet électronique? Alors, le marché n'est clairement pas aujourd'hui encore complètement équipé. C'est un marché qui est encore en très 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 grosse croissance, suivant les estimations qui peuvent varier un peu, suivant les analystes en fonction de la façon dont ils considèrent le marché, ce qu'ils englobent, ce qu'ils englobent pas. Les chiffres actuels sont de l'ordre de plus 30% à plus 50% de croissance sur notre marché actuellement, ce qui est considérable. Ouais, j'imagine. Est-ce qu'il y a des entreprises encore qui ont des freins à l'adoption de la signature électronique?
Aujourd'hui, je vois plus de freins. Je ne vois plus de freins. Je pense que pour les utilisateurs, c'est-à-dire les gens qui vont signer, c'est quelque chose qui est tout à fait passé dans les mœurs. Les questions un petit peu compliquées qu'on pouvait avoir par le passé avec les départements juridiques, les départements compliance, les départements opérationnels, des entreprises n'existent essentiellement plus. Les seuls freins qu'il peut y avoir sont peut-être sur des signatures de documents de niche pour des usages où on a des réglementations qui imposent encore des choses très 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 spécifiques. Bon, même si c'est pas notre activité, on peut par exemple penser au testament, un testament signé avec une signature électronique. Je pense qu'aujourd'hui, indépendamment de la qualité juridique de la signature électronique, on pourrait rentrer en conflit avec de nombreuses réglementations ou jurisprudences sur la rédaction testamentaire qui fait que ça pourrait être un très très gros frein, voire une impossibilité. Mais à part les niches, aujourd'hui, il n'y a vraiment plus aucun frein à la signature électronique. Donc en gros, c'est pas une question de confiance, c'est plus de l'ordre du juridique. De l'ordre du juridique sur des points de niche. Le juridique pour les documents habituels, il n'y a plus aucun problème. Très bien. Justement, en parlant de confiance, est-ce que tu pourrais expliquer un peu c'est quoi la confiance numérique? La confiance numérique, pour moi, c'est quelque chose qui a une certaine universalité, qui doit avoir une certaine universalité par rapport à la confiance habituelle. Toutes les entreprises de cette planète, elles ont besoin d'avoir, je pense en tout premier lieu, la confiance de l'ensemble de leurs salariés. C'est quelque chose de premier et fondamental pour qu'une boîte marche. Ensuite, elle doit avoir la confiance de ses clients. Alors ça, c'est la confiance à nouveau que tout le monde doit avoir. La confiance numérique, ça doit aller un cran plus loin parce qu'il faut avoir une certaine confiance universelle. Il faut également avoir la confiance des utilisateurs du système qui vont pas forcément être nos clients, mais qui vont peut-être justement rechigner à signer ou à faire d'autres opérations avec nous s'ils n'ont pas confiance. Et il faut avoir la confiance quelque part des États et s'intégrer dans un cadre où on peut obtenir cette confiance des États, parce que s'il y a un litige, il y a un juge qui va devoir trancher. Et c'est d'ailleurs pour ça que le règlement eIDAS a introduit cette notion de qualification qui permet à des prestataires comme nous de montrer patte blanche, de passer les audits qui vont bien et d'avoir donc cette confiance qui est préétablie en quelque sorte par rapport à ce cadre réglementaire. Est-ce qu'on a une érosion de la confiance, par exemple, envers les acteurs du numérique aujourd'hui? Je pense, si on s'en tient à ce qu'on peut lire dans la presse, à ce qu'on voit dans la rue, qu'il y a une érosion de la confiance vis-à-vis, de manière un petit peu générale, vis-à-vis à la fois de la puissance publique et des grandes entreprises. Maintenant, au niveau de notre activité, si érosion de confiance il y a, ça ne se manifeste pas dans les faits et dans les chiffres aujourd'hui. Ouais, c'est plus notamment vis-à-vis des GAFA. Moi, je pensais qu'il pourrait en avoir une potentielle. Surtout avec toutes les histoires qu'il y a, notamment du côté de Facebook. Écoute, c'est possible. On est sur des secteurs tellement différents. Un prestataire de confiance, il va toucher d'assez près à l'identité d'une personne, à l'identité régalienne, à sa vraie identité vérifiée. Mais à contrario, au moins en Europe, il va être extrêmement encadré et audité très très fréquemment avec un cahier des charges très précis. C'est aussi comme ça qu'on essaye de construire la confiance, construction qui est en cours jour après jour. Justement, tu disais de construire. Comment on crée justement un environnement fiable et sécurisé dans le numérique? Ce qui est assez amusant, c'est de voir que suivant les régions du monde, la construction de cet environnement est très différente. Bon, alors je vais vraiment surtout parler, on va dire, de l'Amérique du Nord et de l'Europe. Dans d'autres régions, les choses sont encore un petit peu différentes. Mais en Amérique du Nord, c'est vraiment aux acteurs privés, si j'ose dire, de construire cette confiance avec les moyens qu'ils peuvent avoir, qui consistent sans doute à plus ou moins bien se comporter, à plus ou moins bien communiquer. En Europe, on a choisi une approche beaucoup plus réglementaire, donc la confiance vient de la réglementation. Ce qui est assez amusant, c'est que si on remonte vraiment dans le passé, ces espèces de tiers de confiance, notre secteur d'activité, ça existe de manière non numérique depuis plusieurs centaines d'années en quelque sorte, puisque juste après la Révolution française, il y a une loi qui était passée,
qui définissait un poinçon qu'on allait mettre sur les balances dans les marchés. Donc il y avait un inspecteur qui était un représentant de l'État, qui arrivait sur les marchés, qui pesait le kilo de patates pour bien vérifier que la balance était correcte et ne faisait pas payer plus aux consommateurs, et qui scellait sur la balance un poinçon de la République. Donc qui était une manière d'apporter la confiance en cet objet de mesure qui était sur les marchés il y a plus de 2 siècles au consommateur final. Et c'est amusant de voir que c'est cette approche qu'a choisi l'Europe aujourd'hui, donc de donner un tampon, un diplôme en quelque sorte, aux quelques centaines d'acteurs qui sont des acteurs de la confiance numérique en Europe, pour dire ok, ces gens-là, ils font bien leur travail, vous pouvez avoir confiance. Est-ce que ça va suffire et ça va convaincre l'ensemble des citoyens européens? Je ne sais pas, mais je pense que ça va en convaincre un certain nombre. Est-ce qu'il y a eu un impact de la crise du Covid sur les usages, notamment sur les outils du numérique? La crise du Covid a été un accélérateur considérable de la dématérialisation. Du jour au lendemain, il y a eu des dizaines de milliers, des centaines de milliers d'entreprises qui se sont retrouvées à devoir intégralement dématérialiser certains actes qu'elles faisaient en physique précédemment. Et la signature de contrats, la collecte de pièces, les vérifications d'identité, des choses comme ça, ont été des usages très très majeurs. Lors du premier confinement, le nombre d'appels entrants à notre service commercial a augmenté de 400 à 500%. Donc il y a eu un accélérateur absolument considérable. Alors après, c'était dans l'ordre des choses, mais il y a énormément d'entreprises qui étaient déjà sur ce chemin. Mais la crise du Covid les a forcés à accélérer considérablement, un petit peu comme le télétravail. Énormément d'entreprises expérimentaient de manière plus ou moins avancée avec le télétravail. Là, elles n'ont pas eu le choix. Et chez Universal, vous avez adopté le télétravail Alors, chez Universal, le hasard du calendrier fait parfois vraiment assez bien les choses. C'est-à-dire, on avait mis en place un gros projet, on va dire, télétravail d'un point de vue technique, pour permettre, qui consistait à équiper 100% des collaborateurs avec des outils télétravail de grande qualité. Il se trouve que ce projet s'est achevé une semaine avant le début du premier confinement, donc on était on ne peut plus près. Donc ça s'est très très bien passé. On a travaillé à 100% en télétravail. Et tu penses que c'est quelque chose qui va se démocratiser de plus en plus dans les années à venir? Alors moi, je pense que rien ne remplace quand même les interactions humaines. Et d'ailleurs, c'est pas pour rien que nous sommes en face à face là, en chair et en os. Et pas en visio. En chair et en os dans ton studio et pas en visio. Aujourd'hui, à Universal, nous avons une politique où nous autorisons, en fonction des collaborateurs et des postes, jusqu'à 3 jours de télétravail par semaine. Je pense qu'il est fondamental d'avoir des interactions humaines physiques encore au travail et qu'on avance beaucoup mieux comme ça. On parlait de confiance numérique il y a quelques instants. Il y a une autre thématique par rapport au numérique, c'est l'identité numérique. Comment tu la définirais? Alors, l'identité numérique, c'est la transposition dans le monde numérique de notre identité régalienne, de notre carte d'identité, de notre carte d'identité électronique. Voilà moi comme ça que je la vois et comme ça que je la définirais. Après, on peut aussi avoir une définition plus vaste. L'identité numérique dans le monde électronique, c'est quelque chose de totalement protéiforme. Quelque part, si tu as un compte Google ou un compte Facebook, c'est une certaine forme d'identité numérique avec laquelle, d'ailleurs, tu peux te connecter sur beaucoup de sites de la planète. De manière tout à fait différente, il y a cette très grosse initiative de l'État qui est France Connect, qui est maintenant utilisée par plusieurs dizaines de millions de Français et qui permet d'avoir une identité centralisée qui permet avec un seul login mot de passe ou un seul moyen d'authentification de se connecter sur un très 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 grand nombre de sites de l'administration française. Donc l'identité numérique, c'est quelque chose qui doit permettre aux citoyens de s'identifier sur Internet avec un niveau de fiabilité attendu. J'ai pas dit uniforme, j'ai dit attendu. Il peut y avoir plusieurs niveaux de fiabilité sur son identité en fonction des usages. Et d'ailleurs, c'est ce qui est le cas aujourd'hui dans les faits, puisqu'il y a des acteurs privés et publics, en quelque sorte, qui font une identité numérique, et également le cas dans la réglementation qui définit plusieurs niveaux de fiabilité, entre guillemets, de l'identité numérique.
Tu considères que la France est en avance, en retard par rapport à cette thématique-là, par rapport à d'autres pays? Je sais pas si tu as une idée. La France fait ce qu'il faut faire actuellement, avance sur tous les sujets. On a vu dans la presse qu'il y avait la nouvelle carte d'identité physique qui va être équipée d'une puce électronique qui sera activée à un moment ou un autre. Également l'identité purement numérique, c'est-à-dire sans nécessairement un objet physique qu'on a dans la poche et qui permettra de s'identifier en ligne. Il y a beaucoup d'initiatives, des choses qui commencent à marcher de mieux en mieux. Ça se fait en bonne intelligence avec tous nos partenaires européens. Et par ailleurs, ces derniers temps, la Commission européenne a vraiment poussé de plus en plus fort vers cette identité numérique du citoyen. Donc je n'ai aucune inquiétude sur le fait que ça va arriver en France comme dans tous les autres pays d'Europe. Est-ce qu'on peut comprendre certaines personnes qui sont un peu effrayées que tout ça se digitalise et de perdre un peu un côté vie privée ou certaines données qui leur sont propres? Alors, bon, d'aucuns pourraient dire qu'aujourd'hui, l'anonymat sur le net, avec la totalité des traces numériques qu'on laisse, est relativement limité, mais par rapport, on va dire simplement au site web sur lequel on va, on a quand même un anonymat certain. Le danger, en fait, ou la crainte, plus exactement, je présume, de ces personnes, c'est qu'il y a une différence entre avoir une identité numérique qui serait une sorte de carte d'identité électronique qui nous permettrait de démontrer qui on est, nous simplifiant ainsi la vie, et cette même carte d'identité électronique qui serait exigée pour faire un certain nombre de choses sur Internet. Donc il y a naturellement une frontière qui est pas évidente et qui peut faire peur. Maintenant, aujourd'hui, dans la vie de tous les jours, on a besoin de montrer sa carte d'identité physique pour démontrer son identité dans un nombre très très limité de circonstances. D'aucuns pourraient plaisanter sur le pass sanitaire où on était justement dans un cas un petit peu complexe où certains parlent de restriction de liberté, mais et où on est effectivement obligé en quelque sorte de montrer une partie limitée de notre identité, notre nom, notre prénom, notre date de naissance au restaurateur, au cafetier, au gérant de cinéma, etc., etc. Je pense que c'est ça qui peut faire un peu peur. Donc, une carte d'identité électronique qui nous permet de accélérer considérablement les démarches où on a besoin de démontrer de manière fiable notre identité, c'est super. Si demain on peut plus aller sur Internet sans montrer sa carte d'identité, ça posera problème. C'est bien, parce que c'était un peu la question. Certains voudraient justement abolir ce côté anonymat sur Internet, notamment sur les réseaux sociaux. Est-ce que on place le curseur encore un peu plus vers un contrôle ou ça peut aussi permettre de la prévention, je sais pas. À titre personnel, je pense que l'anonymat sur Internet a plus de bénéfices que de problèmes qu'il cause. Je pense que l'anonymat ou la capacité à être anonyme dans certaines situations est quand même quelque chose de très important dans une société démocratique. Il y en a certains d'autres qui pensent que, par exemple, le pass sanitaire ou d'autres éléments de ce style, on va de plus en plus vers un système à la chinoise, au modèle chinois. Est-ce que c'est quelque chose qu'on peut craindre, selon toi? Le pass sanitaire est quand même quelque chose de très 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 nouveau avec cette comment dirais-je, distribution de masse, des distributions de masse d'un système avec une base de données centralisée, donc électronique, avec l'identité de plusieurs dizaines de millions de Français et qui donc est quand même montrée et diffusée de manière très très vaste. Je pense que aujourd'hui en France, c'est quelque chose qui a vocation à rester exceptionnel, une réponse exceptionnelle à une situation de crise sanitaire exceptionnelle et qui n'est pas quelque chose qui est amené à se généraliser. Ici aussi, à titre personnel, de devoir montrer même une partie limitée de mon identité, ne serait-ce que nom, prénom, âge, ça se retrouve sur notre carte de d'identité. manière très très vaste, c'est pas forcément quelque chose qu'on a envie de faire dans la vie de tous les jours. Est-ce que l'IA, par exemple, façonne ce paysage de l'identité numérique? L'IA peut intervenir, mais de manière extrêmement technique. Par exemple,
l'IA va intervenir dans la lecture de pièces d'identité à distance, pourrait intervenir dans les technologies de reconnaissance faciale, le cas échéant, qui sont des choses qui sont liées à l'identité, hein, bien évidemment. Mais à part comme outil technique pour améliorer la qualité de certaines choses, je pense pas que ça va intervenir très très fondamentalement dans l'identité. Il y a des acteurs comme Apple, Google, notamment, qui commencent à vouloir intégrer dans leur système justement nos cartes d'identité, nos permis de conduire. Est-ce que ces entreprises-là, c'est une bonne ou une mauvaise chose qui récupèrent ces informations-là en termes de vie privée pour tous les Français, selon toi? Alors, il faut déjà quand même bien faire la différence entre l'identité régalienne et la transposition de l'identité régalienne, si j'ose dire. L'identité régalienne, c'est le rôle des États. Donc, c'est les États qui disent, entre guillemets, comment les gens s'appellent. Enfin, les gens choisissent hein, dans une certaine mesure, mais c'est les États qui tiennent à jour les registres d'état civil et qui savent les noms, prénoms, lieu de naissance, date de naissance, date de vie et de mort de l'ensemble de leurs citoyens. Donc, de plus en plus aujourd'hui, on transpose ces identités régaliennes avec un degré de vérification plus ou moins élevé dans le monde électronique. Donc, c'est ni illégitime ni anormal de la part de ces grands acteurs de prendre ces identités régaliennes et de les transposer dans le monde électronique pour pouvoir simplifier la vie, en fait, des utilisateurs finaux. Après, ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'aujourd'hui, notamment en Europe, les États sont en train de mettre en place des systèmes qui vont permettre l'identification électronique de leurs citoyens sans passer par la case carte d'identité physique, c'est-à-dire qu'on va directement passer à l'identité électronique du citoyen. Il faudra ensuite voir, en fonction de l'ergonomie et de la sécurité et de la confiance qu'auront les gens dans les différents systèmes, ceux qui choisiront. Est-ce qu'ils voudront s'appuyer directement sur leur identité régalienne et électronique, ou bien est-ce qu'ils voudront transposer cette identité régalienne et électronique dans d'autres identités privées de différents acteurs, de Google, d'Apple, ou de prestataires de confiance comme Universign, ou La Poste, ou certains autres de nos concurrents. Ça, c'est le grand public qui choisira. Du coup, ils deviennent concurrents, en fait, du gouvernement, typiquement, non ? Pas réellement concurrents, parce que ces acteurs ne définiront jamais l'identité régalienne de quelqu'un. Le gouvernement sera toujours à la source, sera un petit peu... les gouvernements auront toujours la responsabilité de définir l'identité. Après, l'ensemble des acteurs privés auront une sorte d'identité de niveau 2, c'est-à-dire une identité qui sera la recopie de l'identité régalienne définie par les gouvernements. Après, si cette recopie est faite dans des circonstances, cette transposition est faite dans des circonstances suffisamment sûres, suffisamment cadrées, et permet ensuite un usage considérablement plus simple pour les citoyens de leur identité, considérablement plus simple et considérablement plus contrôlé, et ça peut peut-être être une bonne chose. Très bien. Merci beaucoup, Julien. Merci, Serge. Avant de se quitter, j'ai une dernière question pour toi. Le prochain grand flip, c'est pour quand ? Prochain grand flip, écoute, à un moment ou à un autre, même si l'horizon de temps n'est pas encore très très clairement défini, je pense que je vais vouloir réaliser un fantasme de jeunesse sans doute très commun, à savoir acheter un bar. Ah oui, je comprends, on a tous eu ce rêve-là en effet. Merci beaucoup Julien d'avoir participé à Flip. Merci Serge, c'était un plaisir. Et merci à vous d'avoir écouté et on se retrouve très bientôt pour un nouvel épisode. Au revoir. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à liker, partager et commenter. Et vous, le grand flip, c'est pour quand ?